Alors la dernière fois, on s'était arrêté par ici, à peu de choses près. Je vous avais présenté comment écrire une fonction, à quoi servent les fonctions, comment découper un programme en fonctions, et je vous avais donné quelques règles. Voilà. Et je vous avais parlé des paramètres effectifs. Monsieur, on ne nous entend plus. Ah, ah oui, alors on m'a coupé le micro. Alors, évitez de me couper le micro s'il vous plaît, parce que sinon, euh, voilà. Euh, pour les notes, alors là j'ai un de vos camarades qui me demande si on prend des notes pour le cours, enfin c'est Charlotte qui me demande si on prend des notes pour le cours ou si on attend le polycopier. Euh, Mon conseil, c'est prenez des notes. De toute façon, je vais vous donner le poly. Mais si vous prenez des notes, c'est toujours mieux. Parce que même si vous prenez des notes, des choses, vous écrivez des choses qui seront dans le polycopier, au moins ça vous fait être actif dans le cours. Si vous prenez pas de notes, vous allez être attentiste et du coup psychologiquement c'est pas la même chose et c'est à ce moment-là que vous risquez un peu de décrocher, d'être moins attentif et tout ça. Donc prenez des notes. Ensuite, vous allez peut-être prendre des notes de choses que je vais penser inutiles dans le poly. Et si jamais c'est le cas, que vous avez pris des notes d'un truc et que c'est pas dans le poly, bah vous pourrez me faire la remontée après et puis je pourrais améliorer le poly. Voilà. Dans tous les cas, c'est toujours une bonne idée de prendre des notes et voilà. Même si ça fait un peu de travail en plus, je suis désolé, Charlotte. Ok? Voilà. Alors, du coup, là, vous m'entendez bien. Si jamais mon micro se coupe, vous me le dites. D'accord? Voilà. Donc, je disais la dernière fois, nous avons vu comment écrire des fonctions, enfin, à quoi servaient les fonctions, et puis comment découper un programme en différentes fonctions de sorte à ce que ce soit un peu plus simple à lire, à débugger et puis à partager avec vos camarades. Alors, on s'était arrêté presque à ce niveau-là, où en fait je vous expliquais qu'on avait des différents types de paramètres. On a les paramètres effectifs, donc c'est ce qu'on a en bleu ici, d'accord, qui correspondent en fait à des expressions qu'on va donner en argument aux fonctions lorsqu'on les appelle. Ces expressions, elles vont être évaluées, et la valeur de l'expression va être placée automatiquement dans le paramètre formel qui lui correspond, d'accord, de sorte à initialiser ce paramètre formel. Ça veut dire que quand on va exécuter la fonction, par exemple ici la fonction cube, j'ai un paramètre formel qui s'appelle x, qui est de type entier, et automatiquement cet entier sera initialisé avec la valeur de cette expression. Donc, quand vous écrivez le code d'une fonction, vous pouvez l'écrire en sachant que x, la variable x, sera initialisée et quand elle sera exécutée, qu'elle aura une valeur. Et du coup, je vous avais montré que que le chemin de la donnée était le suivant, c'est-à-dire que on va appeler la fonction cube avec comme expression ici 3. Donc la valeur de cette expression, quand on l'évalue, bah, c'est 3. Cette valeur 3 est placée automatiquement dans la variable x, et ensuite j'exécute le code de ma fonction, tout en sachant que x vaut 3. Donc là, je vais retourner la valeur 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 9 fois 3, donc 3 au cube, et la valeur qui a été calculée, je la retourne. Ça veut dire que je retourne dans la fonction qui m'a appelé, et la fonction cube avec comme paramètre effectif 3 est grosso modo remplacée par le résultat, c'est-à-dire 3 au cube. Et là, regardez mon expression, c'est je déclare une variable qui s'appelle res, et dedans, je l'initialise avec la valeur, donc 3 au cube. Donc maintenant, quand je vais afficher, je vais faire printf%d, je vais afficher un entier. Quel est cet entier? C'est res. Res qui vaut quoi? 3 au cube. D'accord? Voilà. Alors, je vous rappelle que la déclaration d'une fonction doit toujours précéder son appel. D'accord? Donc vous devez toujours déclarer une fonction avant de pouvoir l'appeler. Alors je dis bien la déclarer, rappelez-vous, je vous ai expliqué qu'il y avait une différence entre déclarer et définir une fonction. La déclaration, c'est juste placer la première ligne de la fonction, son en-tête, le prototype, et on peut lui mettre un point-virgule.
Et ensuite, n'importe où dans le code, donc même après la fonction principale, vous pouvez écrire le code de la fonction, et c'est cette étape qu'on appelle définir une fonction. Alors, l'appel d'une fonction ne peut se faire que à l'intérieur d'une autre fonction. D'accord? Vous ne pouvez pas placer un appel de fonction n'importe où dans le code. Vous êtes obligé d'être déjà dans une fonction pour pouvoir appeler une fonction. Et il y a une fonction qui n'a pas besoin d'être appelée explicitement, une seule, c'est la fonction principale, la fonction main. Donc cette fonction-là, elle est appelée automatiquement lorsque vous exécutez votre programme. D'accord? Rappelez-vous, quand vous avez écrit du code, vous cliquez sur un bouton qui va compiler et exécuter le code. Ou alors, si vous êtes en ligne de commande, vous allez appeler un compilateur, par exemple GCC pour compiler votre code, et ensuite vous allez explicitement demander à lancer le programme. Quoi qu'il en soit, lorsque vous lancez le programme, ce programme, lorsqu'il se lance, effectivement, appelle automatiquement la fonction principale. Alors, le nombre, l'ordre et le type des paramètres formels et des paramètres effectifs doivent être identiques. Donc, si on revient sur la fonction précédente, regardez, j'avais un paramètre effectif qui était un entier et j'avais un paramètre formel qui était un autre entier. Il faut bien comprendre que le premier paramètre effectif va être placé dans le premier paramètre formel. Le deuxième paramètre effectif, s'il y en a, sera placé dans le deuxième paramètre formel, etc., etc. Donc ils vont être placés dans l'ordre. Et donc vous devez faire attention à bien passer vos paramètres effectifs dans le bon ordre, parce que sinon vous allez mal initialiser vos paramètres formels. Monsieur, Oui, j'ai une question sur le code d'avant là. ouais. Oui, dans affiche cube 4, 4, c'est pas un paramètre effectif aussi? Alors, si. Ça, 4, c'est bien un paramètre effectif également. Alors, si tu veux, les paramètres effectifs, là, sur cette fonction-là, on a 3 qui est un paramètre effectif. Je vous ai juste donné un exemple, là, d'appel de fonction. OK? C'était pour vous montrer que le paramètre effectif, il est placé dans le paramètre formel, qu'on exécute, et que le retour de la fonction, bah hop, tu vois, il va dans la variable res. Mais bien sûr, après, on continue à exécuter notre code. Et donc, là, par exemple, tu vois, à la ligne 18, j'appelle la fonction printf. La fonction printf, il y a deux paramètres effectifs, là. J'ai la chaîne de caractères, délimitée par des guillemets. Ça, c'est un premier paramètre effectif. J'ai un deuxième paramètre effectif qui est la variable res. D'accord? Et donc, quand on va appeler la fonction printf, on va automatiquement placer ces variables-là, enfin, ces paramètres effectifs, dans des paramètres formels. Ensuite, Ah, ok. voilà. Ensuite, j'appelle la fonction affiche_cube avec comme paramètre effectif 4. Et quand je vais l'appeler, le 4, il va être placé automatiquement dans x, ici, qui va être un autre paramètre formel, celui de la fonction affiche_cube. Et effectivement. Et alors, si tu regardes, si on suit cette logique, quand on va exécuter la fonction affiche_cube, parce que là, à la ligne 19, j'appelle la fonction affiche_cube avec comme paramètre effectif 4. Donc 4 va être placé dans x. Ensuite, j'exécute mon code. Et là, tu te rends compte que je déclare une variable entière qui est c. Dedans, je mets quoi? Je mets le résultat de l'appel de la fonction cube avec comme paramètre effectif la variable x. Si tu vois ici, au début, c'était un paramètre formel, parce que c'est un paramètre qui va recevoir une valeur automatiquement. Mais ici, comme j'appelle la fonction cube et que j'utilise x, x devient un paramètre formel dans ce cas-là. C'est clair ou pas? Ouais? Bon, j'espère. Et ensuite, j'appelle la fonction printf. Et là, cette fois-ci, vous voyez que je vais avoir trois paramètres effectifs. Le premier, ça va être cette chaîne de caractères-là, suivi des variables x et c. Il y a Thomas qui me demande de répéter, mais tu me demandes de répéter quoi, s'il te plaît? On a perdu Thomas. Thomas Paz. Ah, c'est bon? D'accord. Ok.
Vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Voilà. Alors, bon, grosso modo, là, ça, c'est des ensembles de choses qu'on avait vues la dernière fois. J'ai juste fait un très bref rappel. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, c'est important d'avoir en tête la structure globale d'un fichier, d'un code source. Quand vous écrivez un code en C, on va toujours démarrer le fichier .c avec l'appel, enfin l'inclusion des différentes bibliothèques que vous allez manipuler. Donc là, par exemple, vous voyez que dans ce truc-là que je vous ai mis, dans cet exemple de code source, je vous ai mis deux bibliothèques, pardon, la bibliothèque stdio.h et la bibliothèque stdlib.h. Alors chacune de ces bibliothèques ont un intérêt particulier. Quand on décompose le nom de ces bibliothèques-là, on a stdio et stdlib. Voilà, les deux .h. Le .h signifiant qu'il s'agit d'une bibliothèque en C. Alors std dans les deux cas, c'est pour standard, lib pour librairie, et io pour input-output, c'est les entrées et les sorties. Alors, la semaine dernière, je vous ai présenté la fonction printf et la fonction scanf. Concrètement, la fonction printf, elle permet d'afficher un message à l'écran, c'est-à-dire de réaliser une sortie. Quand vous affichez un message à l'écran, c'est une sortie parce que c'est ce qui était... Vous avez réalisé un calcul dans l'ordinateur et vous allez l'afficher pour sortir l'information et la communiquer à l'utilisateur. La fonction scanf, elle, ça va être une entrée, parce qu'on va devoir saisir une information au clavier pour qu'elle soit utilisée par l'ordinateur. Bon, bref, stdio.h, c'est les entrées et les sorties, d'accord? Et la plupart des programmes qu'on va réaliser ensemble, ne vous posez même pas la question, mettez ces deux bibliothèques-là par défaut. Alors, une fois qu'on a mis les bibliothèques, alors bien sûr, les bibliothèques, on peut en mettre plein, hein. Il y a plein de bibliothèques qui existent, comme par exemple string.h qui permet de manipuler des chaînes de caractères. On a des bibliothèques qui permettent d'utiliser des nouveaux types de données, enfin d'autres types que int, float, etc. Enfin, il y a plein de bibliothèques qui existent, et c'est même un problème parfois, parce que avant de développer, avant d'écrire du code, bah, il convient de vérifier qu'il n'y a pas déjà une bibliothèque qui fait ce travail-là, hein. L'informaticien, il doit être efficace et il ne doit pas réinventer la roue en permanence. Alors, dans le cadre de ce cours, vous ne vous inquiétez pas. Quand vous devez utiliser une bibliothèque, une nouvelle bibliothèque que vous n'avez pas encore rencontrée, je vous le dirai explicitement. Donc n'allez pas fouiller dans des bibliothèques exotiques. Nous, on a juste besoin de celles que je vous donne. Alors ensuite, une fois que vous avez inclus les différentes librairies, on peut définir des macros du préprocesseur. Alors je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des macros du préprocesseur avec Monsieur Barrir lors du premier semestre, mais c'est des directives qui permettent de remplacer des valeurs dans tout votre code source. Par exemple, si on fait define n 100, chaque fois que vous allez marquer n dans votre code source, il va être remplacé par 100. Vous connaissez ça ou pas? On a vu ça en constante. D'accord, oui, c'est comme une constante, ouais. Alors c'est pas vraiment une constante en fait, c'est vraiment chercher remplacer tout. Vous voyez? C'est vraiment dès qu'il y a un n majuscule. Alors je vais vous donner un exemple. Je vais lancer mon compilateur. Voilà. Alors, c'est bon là. Ouais. Alors, vous voyez ici, je vais définir une constante du préprocesseur. Donc n est 10. Ok. Je vais mettre n ici. Et puis je vais juste afficher la valeur de i. Voilà.
Voilà. Donc si je compile et que j'exécute mon programme, vous voyez, j'ai affiché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qu'il faut voir, c'est que ici, le n, c'est pas une variable qui a été déclarée et qui vaut 10, c'est vraiment plutôt lorsqu'on rencontre cette expression-là, le n va être automatiquement cherché et remplacé par la valeur 10. Oui. C'est quoi la différence entre return 0 et exit success? Ah, alors, ça, le exit success et return 0, il y a une différence. Suivant le système d'exploitation dans lequel vous êtes. Quand votre programme se termine, vous devez dire au système d'exploitation qui a exécuté votre programme que le programme s'est bien déroulé ou pas. D'accord? Donc généralement, on faisait return 0. Le problème, c'est que suivant le système d'exploitation dans lequel vous êtes, par exemple Windows ou Linux, on ne va pas retourner 0. Dans un cas, ça veut dire ça s'est bien passé. Et dans l'autre système d'exploitation, ça veut dire ça s'est mal passé, justement. Bah, ça, c'est des différences qui existent entre les systèmes d'exploitation et il faut le savoir. Donc, généralement, ça ne porte pas à conséquence. C'est-à-dire que pour pas embêter les étudiants, on dit bah vous retournez tout le temps 0, vous retournez tout le temps 1, ça ne change rien. Mais, pour être propre, j'ai envie de dire, il faut explicitement dire on retourne exit success. Exit success, c'est une constante, d'accord, qui est définie et qui veut dire ça s'est bien passé. Et ensuite, cette constante, si vous êtes sous Windows, elle vaut la bonne valeur. Alors je ne sais jamais si c'est 0 ou 1. Et sous Linux, elle vaut l'autre valeur qui veut dire que ça s'est bien passé. D'accord? Au moins, vous êtes sûr en mettant exit success que vous soyez sous Windows ou sous Linux, ou même sous un autre système d'exploitation encore, que vous retournez la valeur qui veut dire ça s'est bien passé. Et alors, d'ailleurs, il y a une autre valeur, hein, bien sûr, qui s'appelle exit failure, que vous pouvez retourner pour dire ça s'est mal passé. Voilà. C'est clair? Oui, merci. De rien. Monsieur, Alors, oui. il y a quelqu'un qui demande si on doit pas mettre n égale 10. Alors non, Tout en surtout haut. pas, justement. Parce que on pourrait déclarer une variable globale. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les variables globales avec Monsieur Barrière. Vous avez vu ça? Oui. Oui. Alors, imaginons, je déclare une variable globale que j'appelle Toto, et là, on peut mettre 10. Parce que vous initialisez cette variable avec la valeur 10. Ça veut dire que quand on déclare la variable, on va placer dans la variable Toto la valeur 10. C'est à ça que sert l'affectation. Là, ce que je viens de mettre, justement, ce n'est pas du langage C. Ça, c'est une macro du préprocesseur. On va chercher automatiquement tous les identifieurs qui valent n, et on va les remplacer par 10. Donc c'est vraiment chercher, remplacer. Donc je vais remplacer les n, et je vais les remplacer par 10. Voilà. Voilà, donc on en était là en fait. Alors, justement, là je vous ai dit, on a les variables globales ensuite. Donc quand vous déclarez une variable globale, l'usage veut que vous placiez cette variable globale après les déclarations, enfin les macros du préprocesseur. Donc grand 1, vous mettez les librairies, les dièse include. Ensuite, vous mettez les macros du préprocesseur. Ensuite, vous déclarez vos variables globales. Et ensuite, vous devez mettre les déclarations de vos fonctions. Donc tous les prototypes de vos fonctions, si vous souhaitez les mettre, c'est à ce moment-là que vous les mettez. D'accord? Donc vous voyez que l'ordre que je vous impose, il n'est pas là pour vous embêter, hein. Il est là pour vous donner une structure, des règles de programmation qui font que ce sera plus simple à lire et à exécuter. Et à débugger, tout ça quand vous allez communiquer avec vos camarades. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est qu'ensuite je mets la définition des différentes fonctions. D'accord? Donc d'abord les déclarations des fonctions, ensuite les définitions des différentes fonctions, et la définition de la fonction principale
je la place toujours tout en bas du fichier. Et quand on déclare, on définit pardon, la fonction principale, eh bien c'est pareil, dans une fonction, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, d'abord, on déclare les variables locales, ensuite, on met la suite des instructions qui composent la fonction, et enfin, tout à la fin, on retourne, on met la fonction, le retour de fonction. Voilà. Tout ce que je vous mets là, c'est pas une obligation, c'est uniquement des règles pour vous aider. Oui? Il me semble, après peut-être que j'ai un peu oublié, mais la semaine dernière, vous n'avez pas dit qu'on mettait la définition des fonctions en bas du code? Si. Et alors, c'est pas faux, ce que j'ai dit. C'est la dernière fois, je vous ai dit on peut. J'ai pas dit il faut, j'ai dit on peut. On va d'abord déclarer les fonctions, d'accord? Donc on met les prototypes. Et ensuite, on peut mettre la fonction principale. Et ensuite, tu peux mettre la définition de toutes les autres fonctions. Ou alors, tu peux mettre la définition de toutes les fonctions et tout en dernier, la définition de la fonction principale. En fait, tu peux le faire un peu dans l'ordre que tu veux, ces deux trucs-là. C'est juste que il faut qu'on soit d'accord entre nous et qu'on fasse toujours la même chose, parce que c'est une convention. Voilà. D'accord. Peut-être que j'ai changé de discours depuis la dernière fois. Hein. Ça m'arrive, donc vous formalisez pas. C'est juste que là, dans la semaine, j'ai un peu bossé avec mes L3, et effectivement, le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller tout en bas du programme pour voir la fonction principale. Moi, en tout cas, c'est mon réflexe. Donc, je vous invite à faire la même chose. Mais maintenant, si vous le faites pas, c'est pas le truc le plus grave. Par contre, ce qu'il faut bien respecter, c'est cet ordre-là, jusqu'aux déclarations des fonctions. Et par contre, aussi, une chose, c'est soit vous mettez la fonction principale après la déclaration des fonctions, soit vous la mettez tout en bas, mais ne mettez pas la définition de la fonction principale au milieu des définitions des autres fonctions. Ça, surtout pas, parce que là, pour le coup, c'est très dur de trouver la fonction principale. Alors, je regardais vos messages là. Alors, du coup, quand est-ce qu'on... C'est Sarah Radianella qui demande, mais du coup, quand est-ce qu'on sait si on met success ou failure? Alors, pour le moment, les programmes qu'on réalise, ils sont très simples. Pour return exit success ou return exit failure, ce qui fait que il n'y a pas de problème et il s'exécute toujours correctement. D'accord? Mais on va voir dans la suite du cours là aujourd'hui que parfois on peut rencontrer certaines erreurs. Et lorsqu'on rencontre une certaine erreur, alors nous on sait que ça s'est mal passé. Et donc comme on va savoir que les choses se sont mal passées, on va pouvoir retourner exit failure. D'accord? On le verra un peu par la suite, mais il y a des moments où on sait que ça s'est mal passé, et donc on va pouvoir le dire au système d'exploitation. Et ensuite, on a Simon qui nous demande si on peut définir n comme un char. Alors n, c'est plus que... Est-ce qu'on peut le définir comme un char? Tu peux définir n comme étant char, ou comme étant un nom de fonction, ou comme étant une valeur. D'accord? Donc c'est vraiment beaucoup plus puissant que juste une variable du langage C ou une constante. Alors, d'après vous, en regardant ce programme-là, quelle va être la valeur affichée à l'écran? Alors, sans le coder, évidemment. Hein. Essayez de faire l'exécution à la main. Alors, vous voyez que pour vous embêter, j'ai un peu mixé les choses. J'ai mis du paramètre effectif, du paramètre formel. J'ai déclaré une variable locale et une variable globale. C'est 12, je crois. Alors, on a du 12. Alors, attendez, je regarde. Ouais, tout le monde me dit 12. Alors, je ne connais plus le résultat. On va le recalculer ensemble. Donc, j'appelle somme avec comme paramètre effectif 7. Donc, ce paramètre effectif, il est placé dans ma variable, mon paramètre formel y. Donc, y vaut 7. J'ai x qui vaut 3 et j'ai a qui vaut 2. Donc, je retourne a plus x plus y, c'est-à-dire 2 plus 3 plus 7.
Donc effectivement, ça nous fait 12 et on affiche 12. Donc très bien, bravo les gens, vous êtes super forts. Alors, pourquoi je vous ai dit ça? Tout simplement parce que on va aborder un sujet qui est un peu délicat. Ce sujet, c'est celui de la portée des variables. Alors, la portée des variables, qu'est-ce que c'est? Une variable, elle ne va pas exister, elle ne sera pas connue de l'ensemble de votre programme. Elle va être connue uniquement sur une période limitée. Vous voyez ici, quand quand j'ai défini la fonction somme, j'ai déclaré une variable x. Cette variable, elle n'est connue que dans la fonction somme. Et sa portée, elle est uniquement propre à la fonction somme. Si je demande dans la fonction principale à afficher la valeur de la variable x, ça va me mettre une erreur parce qu'il ne connaît pas à cet endroit-là, ligne 15 par exemple, la variable x n'est pas connue. Là, la variable x, elle est déclarée ici à la ligne 8 et elle n'existe que jusqu'à la fin du bloc d'instruction. Et je vous ai dit la dernière fois qu'un bloc d'instruction, c'était délimité par les accolades ouvrantes et les accolades fermantes. La variable x, elle est connue donc à partir de la ligne 8, là où on la déclare, jusqu'à la fin du bloc d'instruction, c'est-à-dire à la ligne 10. Et monsieur, Ouais, si par exemple dans la fonction main, on avait mis x égale 4, est-ce que Alors, ça aurait été- ça aurait annulé ou ça aurait fait alors, quoi? alors, ça aurait été une autre variable qui s'appelle x. Justement, c'est exactement de ça qu'on va parler, hein. Donc, je vais revenir dessus, t'inquiète pas. Alors, vous voyez ici que on a un paramètre formel, qui est la variable y. La variable y, elle est déclarée à la ligne 6, mais comme les autres variables, j'ai envie de dire, elles s'arrêtent à la fin du bloc d'instruction qui est ici, c'est-à-dire à la fin de la définition de la fonction. Donc, la variable y, notre paramètre formel, il est connu un peu plus que la variable x, mais pas beaucoup plus. Ici, dans la fonction main, j'ai déclaré une variable res. Et cette variable res, elle n'est connue que jusqu'à la fin du bloc d'instruction. Et vous voyez que, vraiment, je mets la flèche rouge ici, pour dire que la variable res, elle est connue ici, et même si j'appelle la fonction somme, lorsqu'on appelle la fonction somme, la variable res n'est pas connue dans la définition de la fonction. Donc tu vois, ça répond un peu à ta question. Si au lieu d'appeler la variable res, je l'avais appelée x également, eh bien ça aurait été une autre variable x, et ça n'aurait pas été la même variable que celle qui est connue dans la fonction somme. Je vais dérouler un exemple pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Et la variable globale a, elle est connue depuis sa déclaration, donc ligne 4, jusqu'à la fin du programme, parce que c'est une variable globale. Et alors, vous voyez que les différentes variables n'existent pas dans le programme de la même manière. D'accord? Elles sont connues, elles ont une espérance de vie qui est plus ou moins limitée en fonction de l'endroit où elles sont définies et de la manière dont elles sont définies. Une variable globale, elle a pour vocation à être connue dans l'ensemble du programme, donc dans toutes les fonctions. Une variable locale, comme la variable x qui est déclarée à la ligne 8, elle n'a vocation qu'à être locale à la fonction. Voilà, c'est pas du tout le même type de portée de variable. Alors, justement, là, je vous ai montré, on va déclarer des variables locales. D'accord? Jusqu'à présent, je pense qu'on s'était pas vous étiez pas interrogé sur le fait de déclarer des variables locales avec des paramètres formels. Donc les paramètres formels sont aussi des variables locales, mais attention,
vous n'avez pas le droit de déclarer une variable locale qui porte le même nom qu'un paramètre formel. Parce que là, dans ce cas-là, on a un conflit entre les deux noms de variables. On aurait une variable y et une autre variable y. Et donc ça, si vous essayez de coder ce truc-là, ça va vous mener à une erreur de compilation qui va vous dire que y est redéclaré comme un autre symbole. Alors vraiment, apprenez à lire les messages d'erreur du compilateur parce que ça va vraiment vous renseigner sur les erreurs que vous êtes en train de commettre. Et donc là, vous voyez ce code-là, en fait, l'esprit, c'était de dire, je déclare une variable locale et je prends un paramètre formel et je fais la somme des deux. Mais quand on fait la somme des deux, on n'est pas capable de dire de quelle variable il s'agit ici. Est-ce que c'est la première ou la deuxième variable? Et donc, comme ça mène à une confusion, alors on interdit ce procédé. Malheureusement, on n'interdit pas la redéfinition d'une variable locale qui porte le même nom qu'une variable globale. Et donc là, si vous regardez ce morceau de code, eh bien, à la fin de la fonction somme, je vais retourner a plus y, et en fait, j'ai déclaré une variable a qui s'appelait, elle s'appelait a, et elle avait pour valeur 3. Or, on connaissait déjà une variable globale qui s'appelait a et qui avait pour valeur 5. Et là, le mécanisme qui rentre en jeu, c'est de dire, tu déclares une variable locale, donc elle va prendre le pas sur la variable globale momentanément. Donc maintenant, la variable que je connais, c'est la variable locale, et elle vaut 3. Donc on va retourner y plus 3. Et pas y plus 5. D'accord? Mais, une fois qu'on a terminé l'exécution de la fonction somme, eh bien, la variable locale a, qui était locale à la fonction somme, n'existe plus une fois qu'on est sorti de la fonction somme. Et donc, la variable globale peut à nouveau être réutilisée et elle est à nouveau connue dans le reste du programme et elle vaut toujours 5 parce qu'on n'a pas modifié son contenu. Est-ce que je suis clair ou pas? Ou vous avez besoin que je réalise un exemple dans CodeBlock? Non, là, Quoi? Oui, vous avez compris ou oui, vous avez besoin d'un exemple? peut-être les deux. Comment? C'est bon, c'est clair? Ok. Ok, bah, très bien. Alors, si ça c'est clair. Bon, là c'est un peu ce que je vous disais, donc on va passer. Alors, je vais maintenant vous dérouler un exemple pour vous montrer concrètement ce qui se passe dans la mémoire sur l'existence et la portée des variables. Alors tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai une de vos camarades qui m'a demandé ce qui se passait quand on avait une variable dans la fonction main qui avait qui avait un nom et qu'on utilisait le même nom dans une fonction qu'on appelait. D'accord? Donc ça prouve que votre camarade elle est au taquet parce que elle a bien compris que ça allait arriver comme question. Et alors, il y a un truc qu'on va appeler la pile des appels de fonctions. Alors, je suis un peu embêté toujours avec quand je vous présente la pile des appels de fonctions parce que la pile des appels, une pile, c'est une structure de données un peu particulière qu'on rencontre en L2. D'accord? Donc on va voir ça ensemble l'an prochain. Dites-vous juste que pour le moment, quand vous êtes en train d'exécuter une fonction, on va la mettre en bas de la pile. D'accord? Et si la fonction que vous êtes en train d'exécuter, par exemple la fonction principale, on va mettre la fonction principale ici. Quand vous êtes en train d'exécuter, si vous appelez une autre fonction,
par exemple printf, on va mettre en pause la fonction principale, on arrête son exécution, et on va créer un espace de mémoire pour la fonction printf qu'on est en train d'appeler. D'accord? Si cette fonction printf appelle une autre fonction elle-même, on va la mettre en pause et appeler une autre fonction. D'accord? Et on va créer comme ça des espaces mémoire qui sont justement qui ne sont pas partagés et qui sont distincts les uns des autres. Alors, comme la fonction printf, c'est pas nous qui l'avons programmée dans notre fichier, je vais ignorer son appel. D'accord? Je vais juste me focaliser sur la fonction change. Alors, voici l'exécution du programme. Quand on démarre le programme, la fonction principale, elle est appelée automatiquement. Ça revient à dire qu'elle va être placée tout en bas de la pile des appels de fonction. Donc, ici, si vous voulez, dans la fonction principale, je vais avoir une zone de mémoire dans laquelle on va déclarer l'ensemble des variables que je déclare ici automatiquement. Donc, int y, par exemple, et je lui mets la valeur 7. Donc, ici, dans cette mémoire, j'ai une variable y que j'appelle y, et je lui donne la valeur 7. D'accord? Ensuite, je vais réaliser l'affichage de la variable y. Donc, je ne vous montre pas ici dans l'appel des fonctions, dans la pile des appels, parce que ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Mais normalement, je devrais ici mettre printf, et puis lui mettre la liste des paramètres formels et les valeurs qui ont été initialisées grâce aux paramètres effectifs. Ensuite, je vais appeler la fonction change. Donc, quand j'appelle la fonction change, je vais créer ici, je vais mettre en pause la fonction principale, la fonction main, et je vais créer un espace exprès pour la fonction change. Voilà. Je crée un espace pour la fonction change, et je vais déclarer une variable y, qui correspond à mon paramètre formel, ici, en rouge, et je l'initialise automatiquement avec mon paramètre effectif. Donc ici, mon paramètre effectif, c'était la variable y qui était connue dans la fonction principale et qui valait 7. Donc j'ai placé automatiquement 7 dans ma variable y ici. Et alors, vous voyez que la variable y que j'ai ici n'est pas dans la même zone de mémoire que la variable y de ma fonction principale. Ce sont donc deux variables différentes. Je continue l'exécution de ma fonction change. J'ai mis une seule instruction un peu bête qui consiste à dire que la valeur de ma variable y change, je la modifie et je lui mets la valeur 3. Et donc, c'est la valeur de la variable y que je connais actuellement. Et dans mon espace mémoire, regardez, je connaissais une variable y, ici, qui valait 7. Donc je vais modifier la valeur de la variable que je connais actuellement. D'accord? Et donc ici, j'ai y qui vaut 3. Vous vous rendez bien compte que je n'ai pas modifié la valeur de la variable y qui est connue dans la fonction principale. Donc quand ma fonction se termine, je vais automatiquement libérer cet espace de mémoire-là, c'est-à-dire on arrête son utilisation, et je vais retourner dans la fonction principale pour continuer son exécution. Mais je n'ai pas modifié la valeur de la variable y qui était connue dans l'espace mémoire de la fonction principale. D'accord? Et alors, si ça c'est clair pour tout le monde, bah, arrive une question qui est, mais alors comment je pourrais faire pour modifier la valeur d'une variable dans ma fonction principale en utilisant une autre fonction? Je voudrais modifier la valeur de y de ma variable en faisant un appel de fonction. Alors pour le moment, si vous souhaitez faire quelque chose comme ça, bah, on est obligé de faire comme dans le programme que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez par exemple ici à la ligne 14, où dans une variable, je vais placer le retour de l'appel de fonction. D'accord? Ça, c'est un moyen
de modifier la valeur d'une variable grâce à un appel de fonction. Mais ça nous permet de modifier, on a le droit de retourner qu'une seule valeur, donc ça ne nous permet pas de retourner, de modifier autant de variables qu'on le souhaite. Alors on va voir un petit peu par la suite comment on fait. Voilà. Alors là, bon, c'est 2 petits exercices, mais on va vraiment passer dessus. Je vous laisserai les réaliser à la main, d'accord? Je vais mettre les slides dans Teams. Et si jamais vous avez des difficultés avec ça, bah, vous me le dites et puis je reviendrai dessus au prochain cours. D'accord? Alors, on va passer... Monsieur, excusez-moi. Oui? Quand vous avez dit que ça ne permettait pas de modifier autant de variables qu'on le souhaitait, Ouais. mais qu'on pouvait le faire, genre, est-ce qu'on peut, juste la manipulation qu'on a faite pour une variable, on peut pas le faire pour autant de variables qu'on souhaite? J'ai pas compris, excuse-moi, ça a sauté un peu. Parce qu'il me semble que vous nous aviez dit que on pouvait changer la valeur que d'une seule variable avec la méthode que vous venez de nous montrer. Ouais? Mais si on le fait plusieurs fois, au final... Ah oui, oui, non, d'accord, bien sûr. Tu peux appeler plusieurs fois ta fonction, et donc à chaque fois à chaque appel de fonction, tu auras un retour. Ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé, pardon, c'est que lorsque tu réalises un appel de fonction, tu ne peux pas modifier plusieurs variables, parce que tu n'as qu'un seul retour. D'accord. Voilà, c'est ça que je voulais dire.